Charlieu-Chavagneux, directrice opérationnelle du dispositif renforcé d'appui à domicile. Véronique Chérier, je suis directrice d'une association qui s'appelle TASDA et qui travaille sur l'innovation pour le maintien à domicile. Bonjour, Romain Vaquier, l'Université Paris-Dauphine et bientôt l'Université de Toulouse. Et donc Claire Le Breton, chercheuse à Grenoble École de Management et donc à la chaire Territoire en Transition, et j'ai coordonné l'organisation de cet événement. Voilà. Donc pour cette table ronde de fin, l'idée c'était de faire ça en deux temps. Donc d'abord on va revenir, donc ce qu'il faut savoir c'est que Laurent, Véronique et Romain ont été en espion chacun dans un des ateliers. Donc l'idée ce serait qu'ils fassent maintenant une petite restitution en apportant déjà leur analyse, leur œil d'expert donc sur ce qui s'est passé dans ces ateliers, puisque je vous rappelle, donc on avait l'atelier 1 sur un petit peu un panel des dispositifs existants pour la gestion du bien vieillir, et puis on a fait dans ce cadre un focus sur l'ancrage territorial, donc on pourra revenir sur ces aspects avec Laurent. On avait dans l'atelier 2 en fait une réflexion sur la coordination entre les différents acteurs qui gèrent tous ces dispositifs-là qui ont été abordés en atelier 1. Donc on va revenir là-dessus avec Véronique. Et puis donc enfin on avait un atelier qui portait sur l'évaluation de ces dispositifs. Qu'est-ce qu'un bon dispositif de gestion de la perte d'autonomie? Et on va revenir là-dessus avec Romain. Voilà, donc ça va être dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on va voir un petit peu comment on peut élargir le sujet, aborder des questions qui n'ont pas forcément été encore abordées lors de cet après-midi. Et puis, on va vous laisser aussi un temps de questions-réponses à la fin. Voilà, l'événement devrait se finir entre 18h et 18h15, selon aussi votre inspiration pour les questions et puis selon votre fatigue avec cette canicule. Voilà, écoutez, je vais laisser Laurent commencer pour une petite restitution de l'atelier. Il y a déjà une remarque un peu préliminaire, c'est très riche, c'est que du coup, se sont vraiment côtoyés les experts et puis des retraités ou des personnes en marge de justement tous les dispositifs. Les questions que j'ai pu croiser ou entendre au passage, effectivement, il y a vraiment cet enjeu de découverte. On s'aperçoit que c'est encore des choses qui sont à découvrir, même pour les experts. Donc on est bien sur des champs assez innovants où il y a quand même la question de la communication, de l'information, du lien, des explications qui restent à faire. Et donc ça c'est riche effectivement des questions qui ont été posées et des analyses qui ont été faites. Donc il y avait trois thématiques sur lesquelles on a posé les 5 dimensions. C'est sur les dispositifs technologiques, sur l'habitat inclusif, puisque j'allais assez vite, il y a eu un choix, plusieurs possibilités de formes d'habitat, et donc le groupe a voulu passer sur l'habitat inclusif. Et puis la question des services privés d'aide à domicile. Voilà. Donc ce que j'ai retenu, il y a une phrase qui est sortie à un moment, c'est « Nos vieux, nous en sommes aussi responsables ». J'ai trouvé effectivement, ça renvoyait à la question du lien à la société. Dire, il y a les dispositifs, mais il y a aussi le rôle de chacun dans tout ça. C'est pas inintéressant dans tout ce qu'on peut entendre et tout ce qu'on voit actuellement. On voit quand même le système qui défaille. Moi, je le vis quasiment tous les jours. Je pense que chacun a un rôle dans cette question du vieillissement, et ça nous invite à reposer aussi cette question fondamentale de la place de chacun par rapport aux personnes âgées, aux gens qu'on accompagne, et aussi à ceux qui sont accompagnants et pour qui c'est difficile. Sur les 5 dimensions, l'enjeu était effectivement de positionner pour chacune des dimensions. On rappelle les dimensions, c'était topographique, sociologique, écosystème, institution et finance. Si on prend sur la question de l'habitat inclusif, sur la topologie, ce que j'en ai retenu, c'est qu'elle peut très bien se faire autant en milieu urbain que rural. Donc c'est une dimension assez intéressante. L'habitat inclusif est un dispositif qui peut véritablement trouver sa place sur le territoire.
Sur la sociologie, c'est vrai qu'en termes de lien social et de lien personnel, de l'intégration, c'est quelque chose qui est vraiment revenu comme un élément fort. Par contre, ça a très vite posé la question du niveau de dépendance. C'est jusqu'à quel moment la personne peut vivre dans ce type de dispositif. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une dimension qui est vraiment à prendre en compte. Donc, sur le volet sociologique, il y a, je dirais, plutôt des points très positifs, mais il y a quand même ces alertes qui sont à prendre en compte. Sur la question de l'écosystème, aussi, c'est quelque chose d'assez fort. À travers l'écosystème, l'habitat inclusif est assez essentiel, il est assez complet. Du coup, il peut vite trouver à s'intégrer dans un maillage de territoire. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort au titre de ce dispositif. Sur la place d'institution, il y a quand même cette question que le portage public existe. Par contre, il est en devenir. Clairement, sur l'habitat inclusif, c'est quelque chose qui a démarré, qui commence à être financé. Il y a plein de projets qui émergent, mais c'est encore quelque chose de complètement nouveau. Et là aussi, sera attendu quelle est la place des institutions dans ce dispositif qui a quand même besoin d'être accompagné. Et d'être d'autant plus accompagné que ça reste, et ça doit rester en premier lieu, un projet individuel. Cette volonté d'aller en habitat inclusif. Par contre, un point important, c'est le reste à charge. Ça, c'est une grande discussion, a été évoqué le coût, 1 800 €, mais à côté de ça, on y met quelles aides, comment ça se passe. Beaucoup de questions autour de son financement. Et c'est vrai que la question du reste à charge est vraiment posée. Elle est vraiment posée et on verra au fur et à mesure, je pense, que l'avancée du dispositif, qu'il y aura sûrement à poser les choses, sachant qu'en priorité, on est sur de l'habitat social. Donc on a déjà plutôt des gens habilités à l'aide sociale ou des dons d'aide qui permet de compenser. C'est un dispositif qui a besoin de s'affiner. Pour l'avoir testé, effectivement, les questions financières vont vite arriver sur la table. Ça, c'était sur la partie habitat inclusif. Sur la partie plutôt dispositif technologique, sur la topographie, on dit que c'est effectivement très utile. Mais quid quand ça ne fonctionne pas et quand il n'y a pas de réseau, ça c'est revenu comme véritablement un point qui peut vite être bloquant. Et du dispositif à distance, ça peut apporter effectivement des réponses, sauf qu'effectivement, est-ce que notre réseau, est-ce que notre territoire est bien maillé correctement par rapport à ces dispositifs technologiques. Donc c'était vraiment un point d'alerte qui tendait à dire qu'effectivement, il y avait plutôt un bémol pour l'instant. Sur la sociologie, est revenu beaucoup la question de l'éthique. Savoir si est-ce un bien de surveiller en permanence la personne. Et puis derrière ça, la question qui est revenue, c'est, mais au final, est-ce que c'est pas manière de se débarrasser de cet accompagnement physique et la discussion a apporté sur ça. Et donc, dans le cadre de l'écosystème, alors après, n'hésitez pas, parce que moi, c'est ce que j'ai entendu, de la restitution. Sur l'écosystème, il y a vraiment cette question de la surveillance limitée pour permettre un écosystème du jour. C'est-à-dire, oui, ces dispositifs ont du sens, mais est-ce que c'est du tout ou rien? Est-ce que c'est pas quelque chose qui doit être mixé avec véritablement un accompagnement physique qui continue? Donc, on voit bien que cette mixité est peut-être un des éléments de réponse à retenir par rapport à ces dispositifs. Et encore une fois, dispositifs qui existent, mais qui ont besoin peut-être aussi, et ça c'est le point important retenu au niveau du champ institutionnel, c'est d'une nécessité de cadrage. D'un cadrage, d'une réglementation, on gère de la donnée personnelle, donc il y a quand même un sujet autour de ça. Alors c'est vrai que les logiques du RGPD existent, on est habitué à ça maintenant, mais au-delà de ça, il y a quand même cet enjeu fort de la surveillance et de comment il serait nécessaire de mieux cadrer cette gestion de données et ces dispositifs qui vont effectivement se déployer peut-être plus qu'on ne pense. La question de la finance, là aussi, est revenue cette question, mais qui finance quoi? Est-ce que c'est le particulier qui va être appelé à financer ces dispositifs, l'achat du matériel, j'ai entendu parler d'ordinateur, il faut l'acheter,
les forfaits Internet, c'est basique, mais c'est quand même des réalités pour les personnes. Est-ce que c'est une offre comprise en tant que telle par celui qui offrira le service? Est-ce que c'est à chacun dans sa dimension? Et là, si c'est à chacun, ça renvoie à la question de la topo, ça renvoie à la question de la capacité financière des gens, des territoires qui sont bien ou non irrigués. Donc derrière, il y a quand même du coup un vrai sujet d'équité qui constitue ces questions. Voilà. Et enfin, sur le troisième dispositif, service d'aide à domicile, là sur la topo, vraiment a été noté qu'il y a une différence importante entre l'urbain et le rural. Donc, là, il y a vraiment des points de vigilance à avoir parce que on connaît effectivement les difficultés de mobilité, notamment. Ça, c'est des vrais sujets et de présence des professionnels sur le territoire. Voilà, donc a été évoquée la présence de certaines structures associatives très présentes en rural, comme par exemple l'ADMR, hein, ça a été évoqué. Mais on voit aussi qu'il y a d'autres territoires qui ont trop de concurrence et d'autres pas assez. Voilà, c'est aussi notre réalité de territoire et ça, c'est quand même aussi à prendre en compte dans la question des services à domicile. D'ailleurs, la question de la mobilité pour les services à domicile est un vrai sujet, puisque la question de leur financement, voilà, ça pose beaucoup de questions de sectorisation, beaucoup de questions éventuellement d'annulation du temps de travail. Ça pose plein de dimensions aussi au sein des structures et pour les effectifs. Et il est certain qu'on a aussi des agents qui ne sont pas capables d'être mobiles. Et ça pose d'autant plus cette difficulté de la mobilité. Voilà, sur la sociologie, on a effectivement dire que ça permet de maintenir les gens chez eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui remonte fortement. Et que ça permet aussi de préserver le lien social. Ça, c'est quelque chose qui remonte de la part du groupe, hein, en disant que cette dimension-là est quand même extrêmement importante et plutôt très positive. Que, comme pour l'écosystème, du coup, on a les acteurs de l'aide à domicile, mais on a aussi les acteurs locaux. Et là, c'est une chance aussi, assez spontanément, que les acteurs travaillent ensemble. Et que voilà, le lien entre le service d'aide à domicile, les services de la mairie, du CCAS, plus les autres acteurs, et bien effectivement, il y a des enjeux à travailler ensemble sur un territoire. Et ça, c'est d'un point de vue écosystémique intéressant, parce que là, il y a des choses qui existent hein, sur les territoires et des choses qui fonctionnent très bien. Donc, cette dimension-là existe, hein, l'aide à domicile. Sur la question de l'institution, on rappelle qu'effectivement, il faut que les institutions soient très présentes sur ce service-là. Et ça fera bien encore une fois avec les questions financières, mais pas que. Et ça renvoie aussi, ça c'est noté comme une réalité, c'est qu'il y a un vrai sujet autour de l'aide à domicile sur la complexité réglementaire. C'est effectivement la difficulté d'un système administratif en France qui travaille encore beaucoup en silo. Et quand on fait un DRAD où on parle demain de centre de ressources, on a encore du mal à travailler ensemble. On a un CEPOM aide à domicile, on a un CEPOM EHPAD. Certains sont en train d'expérimenter des CEPOM gérontologiques dans lesquels il y a toutes les dimensions. Nous, on l'invite de nos voeux, c'est qu'effectivement, de plus en plus, on se sort de ces silos pour permettre les innovations et permettre véritablement le travail sur les parcours. Et ça, c'est quand même une dimension extrêmement compliquée à ce jour, hein, puisque on est encore confronté à des effets de silos. Et ça, c'est plutôt un renvoi vers les institutions. Pour l'instant, ça ne marche pas aussi bien que ça. Et encore une fois, j'en fais pas une généralité parce qu'évidemment, il y a des lieux où ça marche bien, mais c'est quand même foncièrement, il y a un sujet, en clair, il y a un sujet entre les acteurs départementaux, il y a l'ARS, il y a d'autres acteurs. Comment ces acteurs publics arrivent aussi à poser des choses ensemble. Enfin, sur les finances, toujours pareil, la question de la prise en charge. C'est aussi la question des restes à charge qui sont extrêmement importants parce que est-ce qu'on couvre bien tous les besoins avec les moyens dont on dispose? Donc ça peut être aussi un vrai sujet. Aussi, je résume le tout parce que j'essaie de faire l'exercice. Vous avez compris qu'au côté financier, il y a quand même un vrai sujet. On parle à chaque fois quasiment du reste à charge.
Je pense que lier les questions territoriales, lier les questions des services, ça renvoie quand même à une problématique de reste à charge. Ça, c'est extrêmement important. Sur le territoire, on voit bien que ça peut être une vraie force, ça peut être aussi quelque chose de très compliqué, de très différenciant, et du coup rendre inéquitable effectivement des capacités selon les territoires et le positionnement des territoires. On sent que sociologiquement, c'est quand même quelque chose qui avance fortement. C'est vraiment qui est appelé, on voit qu'il y a un enjeu de lien, il y a un enjeu de remettre un peu de vivre ensemble, de trouver les moyens de faire ensemble. Et ça va beaucoup avec l'écosystémie. Les derniers points sur les institutions, elles sont attendues. Mais ça fait le lien quand même avec ce que j'ai dit au départ. Il ne faut peut-être pas en attendre tout non plus. Je pense qu'il y a aussi des choses à faire. Et inventer des nouveaux modèles sur le sujet, ça ne sera pas qu'une réponse publique. Ça ne peut pas être qu'une réponse publique. Voilà. J'ai essayé de faire une synthèse, vous me direz si ça correspond. Merci Laurent. Donc, comment ça se passe alors coordonner tout ça, qui s'en occupe et donc qu'est-ce qui ressort de l'atelier 2? Alors, l'atelier 2, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'institutions, je vois Bertrand, tu n'as pas amené le... Non, ça va très bien, t'en fais pas. L'atelier 2, voilà, si jamais on a besoin d'avoir des antisèches sur la coordination, avec, on va dire, 2 étapes. D'une part, comment la définir nous, quels seraient des éléments de définition, je te remercie. Et deuxièmement, quelles seraient des règles d'or pour que ça marche, pour que ce soit efficace. Un sujet pas forcément très simple non plus. Alors en termes d'éléments de définition, écoute, je vais reprendre un peu mes notes, moi qui suis avec mes lunettes malgré tout. Donc d'abord, coordination, c'est forcément un ensemble d'acteurs. Alors ça a l'air évident, mais oui, on est dans du collectif, on est dans du commun. C'est un ensemble d'acteurs qui partagent de l'information. Il y a cette notion de lien, il y a cette notion d'échange, il y a cette notion donc d'information qui est entre ces acteurs. Je vais les deux en même temps. Dans le but d'assurer une cohérence, une concertation qui effectivement permet finalement de s'organiser. Alors après, est-ce que c'est par rapport à une situation, par rapport à un ensemble d'acteurs dans le cadre d'une filière, il peut y avoir différents niveaux. Et il y a eu la notion évidemment d'efficacité qui est sortie derrière l'objet de cette coordination. Alors le mot efficacité, qu'est-ce qu'il recouvre? Et là aussi, évidemment, ça peut être à différents niveaux. Et derrière ce mot, il y a des choses qui ont été exprimées comme bien-être de la personne, un bien commun de l'ensemble des acteurs qui sont concernés, une notion de rassurance, comment rassurer à la fois l'individu qui est concerné, le bénéficiaire qui est concerné, et à la fois peut-être l'ensemble des professionnels qui interviennent pour le fait qu'il y aura bien quelqu'un même pendant l'été prochain. Et puis, évidemment, une notion de bonne prise en charge des besoins qui ont pu être exprimés et qui ont pu être analysés. Je t'en remercie. C'est lisible ou pas? Pas du tout. Si, ça va. Allez-y. Donc ça, ce sont des éléments de définition, sachant que derrière, une cartographie, comment dirais-je, pas une cartographie exhaustive, mais a été présentée, qui montre qu'il y a déjà des familles d'acteurs, on va dire, des familles au niveau des soins, au niveau du secteur sanitaire, des familles au niveau de la vie sociale, du répit, familles d'acteurs au niveau des aides à la personne, au niveau de la protection juridique, au niveau des accompagnements financiers et de l'accompagnement social, au niveau des solutions d'hébergement. Et si on fait, alors je ne les ai pas comptés, mais là spontanément, peut-être qu'il y en avait une 50aine, et encore, c'était certainement pas exhaustif, avec à chaque fois les acronymes, ce qui montre justement, évidemment, la très grande diversité des acteurs. Et donc derrière, on va dire des problématiques... alors, je vais commencer peut-être par ça pour après expliquer le reste, mais des problématiques d'échelle. Il y a l'échelle micro, comme on pourrait dire, autour du bénéficiaire lui-même, des échelles, on va dire, territoriales, qu'elles soient à un niveau de la commune, éventuellement de la communauté de communes, si on parle du transport et si on parle de l'habitat, au niveau du département, au niveau de la région, si on parle de l'ARS ou des caisses de retraite, et évidemment après au niveau national, quand on parle des CNSA,
ministères, qui donnent des cadres, etc. Donc en fait, cette coordination, elle peut être à différents niveaux et on comprend bien que pour que ça se passe bien aussi à un niveau micro, il faut aussi qu'au niveau des institutions, au niveau plutôt macro, il y ait également des cadres qui aient été posés. Et donc ces acteurs, avec tout ce qu'on vient de dire, sanitaire, médico-social, logement, transport, aide financière, etc., ils n'ont pas forcément le même langage, ils n'ont pas forcément les mêmes temporalités, ils n'ont pas forcément les mêmes logiques d'action, les mêmes objectifs d'action, ils n'ont pas les mêmes outils, on sait bien, les mêmes outils numériques, les mêmes référentiels métiers. Et puis, tout ça, ça change dans le temps. On voit bien émerger donc depuis peu les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, les CPTS maintenant qui se développent, les communautés professionnelles territoriales de santé. Donc, il y en a une sur Saint-Martin-d'Air et une sur Grenoble qui est en train de se constituer. Voilà, tout ça, ça évolue en plus, avec des mots nouveaux, avec des organisations nouvelles. Donc, non seulement il y a beaucoup d'acteurs, non seulement ils sont dans des domaines différents, outillés différemment, avec des référentiels, des langages différents, mais en plus, tout ça, ça change. Et donc, du coup, la deuxième question très simple, on comprend bien quelles sont les règles d'or et quels sont les 4 éléments, je te remercie, à retenir pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Alors, il n'y a pas de solution miraculeuse, mais la première, elle est intéressante, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est déjà prendre le temps de faire de la coordination. Et qui dit prendre le temps, dit d'intégrer dans les plannings et donc dans les ressources financières, je ne sais pas si je parle de reste à charge, mais en tout cas de financement, au-delà, on va dire, des outils et de la formation, le fait que ce soit une action qui est effectivement considérée en tant que telle. On comprend bien. La notion de communication, ça veut dire faire l'effort d'avoir les langages communs, le partage du bon vocabulaire et derrière les outils. Et là, le numérique, quand même, il nous aide, malgré le fait qu'on n'ait pas forcément les mêmes outils, mais je pense que c'est en train de progresser. L'Agence numérique en santé pousse là aujourd'hui de façon extrêmement volontaire, avec des référentiels et des financements qui sont quand même très engagés, pour qu'on aille vers des outils interopérables et surtout l'existence d'outils de partage d'informations auprès des différents territoires et des différents acteurs. Donc là, quand même, il y a des évolutions qui sont réelles. Après, un point qui était intéressant, c'était finalement faire preuve de pédagogie pour impliquer les acteurs. C'est le mot pédagogie, mais derrière le mot pédagogie, évidemment, c'est la formation, c'est dans les processus métiers de chacun, c'est dans le sens que l'on donne à cette coordination, la référence à de l'éthique, on parlait tout à l'heure, évidemment, du respect des choix des uns et des autres. Voilà, tout ça, ça fait partie, entre guillemets, du mot pédagogie. Le fait de développer aussi une culture commune. Et puis la notion de rôle et de processus, ça ne s'invente pas complètement. Le qui fait quoi, à quel moment? Est-ce qu'effectivement on désigne des référents du bénéficiaire? Est-ce qu'on désigne un coordonnateur? Quels sont les rôles et la répartition des rôles dans les différentes étapes de la coordination? Voilà des éléments clés qui ont été exprimés dans, on va dire, un peu les règles d'or. Moi, je restituerai après, peut-être avec un peu de recul, en disant oui, il faut se donner les moyens, ça ne se fait pas comme ça, clairement. Et donc, je cite par exemple l'initiative de la CNAV, qui met un forfait coordination dans les plans d'aide des GIR 5 et 6, à partir du moment où il y a plus de 3 services, qui sont financés dans le cadre du plan d'aide. Donc la CNAV, elle a fléché, entre guillemets, ce financement de la coordination. Je ne veux pas discuter du montant ou des modalités, mais quand même, ça c'est complètement nouveau. Ça n'existait pas l'année dernière, excusez-moi bien. Donc il y a des choses qui évoluent. Alors on aimerait après qu'au niveau des GIR A4, au niveau de l'APA, ça puisse éventuellement exister, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles on a quand même des avancées. Nous, on fait le constat que cette coordination avec les outils qu'il y a derrière est aussi également un vrai facteur de reconnaissance professionnelle. On parlait du sens tout à l'heure. Quand vous dites à une auxiliaire de vie ou une intervenante qu'est-ce qu'elle a identifié va venir être utilisé dans le cadre d'un historique pour que dans la coordination locale, on puisse dire « mais oui, regardez, à ce moment-là, il s'est passé ça. Et voilà pourquoi ça justifie qu'on puisse en parler tous ensemble, que ce soit avec un médecin ou avec des référents médico-sociaux locaux. » Cette reconnaissance professionnelle, elle est réelle. Et donc, au début, on avait l'impression que ce processus-là allait être difficile quelque part d'acceptabilité, de prise en main par des acteurs de terrain, au niveau vraiment terrain. C'est tout l'inverse, puisque c'est une façon de faire remonter une observation qui va être un élément clé, entre guillemets,
dans la coordination qui va s'en suivre. Donc ça, c'est tout à fait intéressant aussi. Et là, merci le numérique qui nous le facilite quand même. Quand on est équipé du smartphone, du logiciel avec les cases à cocher, qu'on a été un peu formé là-dessus, qu'on a une adresse mail qui est un identifiant pour se connecter au dossier, je mets beaucoup de si, mais on voit bien toute l'organisation qui est derrière. Hein. Avoir une adresse mail par intervenante, ça se fait pas comme ça, on le sait bien, avec tout ce que ça signifie, d'oublier son mot de passe, son adresse mail, de pouvoir la noter. Enfin bon, bref, je vous passe les détails, mais on comprend quand même à la fois l'efficacité que ça génère et à la fois l'organisation de la structure qui est nécessaire derrière. Et puis évidemment, ce qu'on cherche tous, c'est la qualité de la prise en charge, et on comprend bien, et c'est pas nouveau là-dessus. L'Aldrad va nous donner plein de bons exemples justement sur des bénéfices, finalement, des incidences qu'il y a eu derrière cette coordination spécifique. Voilà, c'est un sujet de longue haleine, on n'a pas fini. Et le DRAD va bien nous illustrer, du coup, je pense, des expérimentations complémentaires sur le sujet. Merci. Merci. Donc, alors, face à toute cette complexité, non seulement de dispositifs, d'acteurs qui donc doivent naviguer tout ça, derrière, en fait, qu'est-ce qu'une bonne gestion du bien vieillir, puisque on a vu il y a une multiplicité de définitions d'acteurs impliqués. Qu'est-ce que ça veut dire évaluer un dispositif et pourquoi en fait, pourquoi est-ce qu'on devrait réfléchir à tout ça? Je laisse Romain faire une petite restitution de l'atelier 3. Merci Claire. Merci Johan également pour avoir aidé à préparer cette synthèse qu'on a relue ensemble. Donc n'hésite pas à me couper si jamais je dis des bêtises. Alors justement ce que Johan nous a proposé dans la discussion, c'était d'essayer d'identifier un ou plusieurs angles morts, disons, de l'évaluation. Et il me semble que notre discussion collective, mais celles et ceux qui étaient aussi présents peuvent couper, que c'est noué un paradoxe, c'est nourri la discussion de cet atelier, qui est que les dispositifs médico-sociaux, ceux dont on a parlé, s'adressent à des personnes. Or, on mesure mal encore aujourd'hui la façon dont les dits dispositifs agissent finalement sur l'expérience des personnes. Il y a un paradoxe qui est que d'un côté, la mesure, elle se focalise plutôt sur les besoins. En fait, j'ai bien aimé cette expression que l'institution projette sur les personnes, plus que, disons, sur la réalité subjective, la façon dont les personnes ont l'expérience de ces dispositifs. Ça peut paraître un peu a priori contradictoire, donc c'est un peu autour de ça que la discussion s'est nouée, me semble-t-il. Entre réalité objective de l'institution, réalité subjective de l'individu, valeurs collectives, valeurs individuelles. J'ai bien aimé aussi cette opposition, les différentes formes de valeurs qu'on peut identifier. Donc voilà, la discussion ne va pas chercher à hiérarchiser ces façons d'évaluer les choses, mais plutôt essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui manque. Donc en l'occurrence ici, plutôt mesurer la réalité subjective et comment, même si ça n'a pas été trop creusé dans la discussion, mais c'est peut-être une piste pour la suite, mieux articuler ces différentes façons en fait, de mesurer ces réalités qui sont différentes. Et on voit que sur le vocabulaire, enfin sur un certain nombre de choses, les choses sont en train de changer. À partir de ce moment-là, on a discuté, il me semble, plusieurs questions à la fois méthodologiques et organisationnelles qui se posent à partir de ce lieu. D'abord méthodologique, moi ce que j'ai retenu en tout cas un enjeu, donc c'est pour mieux prendre cette réalité subjective, il existe des méthodes, et en particulier des méthodes qualitatives dont l'expérience est juste, l'objectif est justement de faire accoucher l'expérience des personnes et de mieux la comprendre. Donc ça c'est peut-être valoriser d'une part ce type de méthodes qui existent déjà, qui sont déjà utilisées, si je ne dis pas de bêtises, Johan, pour mesurer mais de manière très marginale. Et puis aussi un deuxième enjeu méthodologique, de les rendre plus participatifs véritablement ces dispositifs d'évaluation. Deux choses. Sur la partie qualitative, donc ça interroge à la fois évidemment les techniques de collecte. Donc là, on a évoqué les approches de type récidive peuvent être assez intéressantes. Donc si certaines ou certains sont intéressés, ces approches-là, dans le cadre de mes recherches, il y a beaucoup de techniques. J'imagine que vous êtes déjà outillés, en tout cas pour celles et ceux qui travaillent là-dessus, mais voilà, avec plaisir pour partager, partager des références à ce sujet. Et puis,
qui est-ce qu'on implique? Est-ce que c'est plutôt des individus? Est-ce qu'on fait plutôt des collectes collectives? Qui collecte? Voilà, il y a tout un tas de questions qui découlent de cette évaluation plus subjective et éventuellement plus participative. Quel est l'horizon aussi de la collecte? Est-ce que ça suppose des approches peut-être longitudinales, donc plus sur la durée? Et puis aussi peut-être d'autres questions qui découlent de ça, mais on peut pas, ça soulève. Je suis vraiment profane sur le sujet, mais en ayant écouté les échanges, ça déploie plein de questions. Donc je me limite pour aller vite, mais il y a des questions de représentativité, parce que c'est différentes façons d'appréhender la réalité, quantitative, qualitative. Donc comment est-ce que ces deux-là, de toute façon, elles cohabitent, elles peuvent rentrer en tension. Puis des questions éthiques, on parle quand même d'actes de soins, de données potentiellement qui peuvent être liées aux soins. Donc ça pose aussi un certain nombre de questions éthiques sur quel type de données on peut manipuler, comment on les utilise. Ça aussi, c'est un océan de questions qu'on ne va pas forcément développer totalement aujourd'hui. Et puis rapidement, sur les questions peut-être plus organisationnelles, quelle structure, donc là c'est des questions peut-être plus mécaniques, quelle structure, quelles compétences nécessaires pour avoir cette évaluation plus collective, plus participative, des formes d'évaluation plus ou moins centralisées, décentralisées, quelles frontières organisationnelles, donc on évoquait une pluralité d'acteurs qui sont présents, donc comment est-ce qu'on réinvente d'autres façons de se coordonner. Voilà, ça soulève plein de questions. Et puis un dernier point qui me semble aussi assez important, tel que je l'ai perçu, comment on utilise et on adapte ces indicateurs, ça c'est plus si on tire le fil. Donc à court terme, évidemment, pour l'activité quotidienne des personnes, mais aussi à moyen long terme, qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres et comment est-ce qu'on les réinjecte dans la transformation des institutions? Ça aussi, c'est une question aussi assez énorme. Quelqu'un a évoqué la perte de fonction d'hospice, de l'hôpital. Donc il y a aussi des logiques sous-jacentes qui sont derrière la construction de ces indicateurs. Donc évidemment, il y a beaucoup de travaux en termes de gestion qui expliquent le côté performatif des dispositifs, des mesures d'évaluation. Il y a plein de choses intéressantes à ce sujet qui pourraient nourrir vos réflexions. Et puis comment est-ce qu'on reste réflexif de manière globale par rapport à ces indicateurs. Donc le côté participatif est un gage de réflexivité. Sur leur effet performatif, il y a plein de questions qui se posent. Donc penser des instances de délibération. Et puis aussi peut-être plus fondamentalement, et je termine là-dessus, questionner la prétention aussi à vouloir tout mesurer. Ça, c'est aussi une question. Est-ce qu'on peut mesurer une expérience? Alors, il y a des approches qualitatives, mais voilà, cette logique de pouvoir mesurer, de contrôler les choses, quelles sont ces limites quand on touche en fait à l'expérience des personnes. C'est une question plus de fond. Voilà. Merci. Je vais rebondir là-dessus pour passer au deuxième temps de la table ronde. Donc là, tout ce dont on vient de parler, en fait, finalement, beaucoup de ces solutions, de ces dispositifs viennent du haut, viennent de services publics, d'associations, etc. D'où aussi la nécessité de les évaluer, justement, puisque comme on a un organisme un petit peu au-dessus qui essaye de planifier tout ça, d'organiser, forcément, on a besoin un petit peu d'indicateurs pour, effectivement, doit-on tout mesurer, mais à la fois, comment on fait pour piloter si on n'a pas de mesure. Donc, tout ça, en fait, c'est lié au fait que ces solutions qu'on a évoquées tout l'après-midi viennent bien souvent d'instances, entre guillemets, au-dessus. Mais on peut se demander, finalement, qu'en pense, parce que de tout ça, là, on n'a pas trop entendu la parole, justement, des bénéficiaires, et puis des personnes, des aidants, des professionnels du terrain. Donc, en fait, on a vu la coordination de tout ça, très compliqué, beaucoup de dispositifs, effectivement. Comment on mesure tout ça, les outils, ok, très bien. Mais en fait, avant tout, on parle bien de personnes qui sont en perte d'autonomie, on parle bien de professionnels qui sont à leur côté au quotidien. Donc je propose pour introduire ce deuxième temps de laisser la parole à ceux qui font ce travail-là, à ceux qui y sont et qui connaissent bien mieux que nous le sujet. Donc voilà, qu'en pensent les bénéficiaires en fait de tout ça? Par exemple, là on vient de parler de
comment on évalue un dispositif du bien vieillir? Qu'est-ce que les personnes recherchent en fait aujourd'hui et comment, enfin, qu'est-ce qui serait, voilà, vous, votre réaction par rapport à tout ce qui vient de se dire? Est-ce que c'est complètement décorrélé de la réalité? Absolument pas. Non, pas du tout. On est très proche de la réalité sur beaucoup de points. Bon, déjà. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment des choses, notamment sur le DRAD, qu'on vit au quotidien. Comme effectivement le notait M. Laurent Van Der Weg, la coordination, c'est vraiment un véritable enjeu pour nous. Et on essaye d'accompagner justement les personnes à domicile, en favorisant leur maintien, en coordonnant les acteurs du territoire. Et c'est grâce à l'équipe GRAD, si vous voulez, qu'on arrive bien évidemment à maintenir les gens à domicile. Alors, il y a quelque chose d'important dans le GRAD. On accompagne les personnes à domicile, il est accolé à l'EHPAD, mais les personnes du DRAD rentrent à l'EHPAD, mais aussi il y a les personnes de l'EHPAD qui rentrent au DRAD. C'est des choses qu'on arrive à faire, on est en train de le tester, qui marche assez bien. Et grâce à la coordination des acteurs aujourd'hui, on arrive à accompagner les bénéficiaires. Voilà, alors les bénéficiaires, bien évidemment, les aidants sont ravis de ce dispositif. Pour l'instant, il n'y a que 30 personnes dans la file active. Donc, pour entrer dans le DRAD, donc c'est un petit peu, c'est la même chose qu'en EHPAD. Ce sont des personnes à partir de 60 ans. Le GIR doit être compris entre 1 et 4, être accepté, être atteint de polypathologie, accepter de s'inscrire dans un parcours coordonné. Et pour l'instant, nous accompagnons 30 bénéficiaires. Mais nous nous rendons compte sur le territoire qu'il y a vraiment du travail, un gros travail à faire, qu'on pourrait agrandir le DRAD. Et les acteurs du territoire, que ce soit SIAD, ADMR, infirmières libérales, kinés, ont compris qu'on était là pour travailler ensemble et pour coordonner les choses. Que tout le monde avait sa place sur le territoire. Ça a été le premier travail qu'on a fait. On les a tous rencontrés, on les a impliqués. Et c'est grâce effectivement à cette coordination qu'on arrive à travailler ensemble. Voilà. On arrive aussi, on les tient informés on les tient informés des biais, comment ça se passe, comment on évolue par le biais de comités de réunion, des comités de suivi territorial qu'on organise tous les trimestres. Et voilà, donc les projets avancent et on espère qu'on pourra continuer. Juste, je me permets de reprendre une phrase qui a l'air anodine, mais parce qu'elle ne l'est pas. Tu as dit, il y a des gens de l'EHPAD qui rentrent au DRAD. Je ne sais pas si vous avez percuté sur ce que ça signifie. C'est dingue ce qui vient d'être dit là. Et ça revient complètement du coup à est-ce que les bénéficiaires ont leur mot à dire? Alors, on est en train de dire que quelqu'un qui est dans l'EHPAD, il retourne à domicile. C'est ça que ça signifie. Voilà. Il retourne à domicile à condition qu'il soit dans la filière DRAD avec la coordination qu'il y a derrière. C'était un profil type et c'est un véritable enjeu pour nous puisque c'est une personne qui n'a pas d'aidant à domicile, dont les aidants ne sont pas sur le bassin, ils sont à 100-200 km. Et on est en train de sécuriser le domicile. Pour l'instant, on fait un test. On lui a dit, bon, on va tester par le biais de vacances. On garde quand même votre chambre à l'EHPAD. Il a dit, très bien. Les enfants ont décidé les premiers jours. Le premier jour, il y a eu du baluchonnage. Ensuite, effectivement, on a sécurisé le domicile. Et là, on est en train effectivement de l'accompagner et chose formidable, ça fonctionne. Pour l'instant, ça marche très bien.
Voilà, tout va bien. Donc la question, Alors- qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'en pensent les résidents? L'intérêt du DRAD, c'est que ça diversifie les possibilités ou les solutions de maintien à domicile. Il n'y a pas le domicile, l'APA et l'EHPAD, enfin je caricature un peu, mais pas tant que ça. Et là, on vient d'apporter des organisations complémentaires qui vont me permettre de choisir. Donc on est complètement quand même dans la question, et qu'est-ce qu'en pense le résident? On lui propose une autre possibilité qu'il a envie qu'il a envie de s'approprier ou non, vers laquelle il a envie d'aller ou non. C'est vraiment dans la dynamique de diversifier les solutions pour essayer de trouver la bonne solution qui correspond à mon choix de vie. Et donc, avec ces changements de direction, parce qu'on peut penser en fait au chemin entre guillemets traditionnel on essaye de rester au maximum à domicile et ensuite on va à l'EHPAD pour finalement, et là on peut peut-être aborder ce qu'on n'a pas forcément abordé jusque-là, la fin de vie. Donc comment, avec ces dispositifs-là aussi, comment on gère une fin de vie à domicile et est-ce qu'on est capable aujourd'hui avec les acteurs, les dispositifs qui sont là, de gérer une fin de vie à domicile? Comment ça se passe, puisque c'est aussi un des angles morts de nos discussions depuis le début finalement. Est-ce que quelqu'un a les chiffres? Parce que je l'ai pas, mais on a dit tout à l'heure, 25% des 85 ans et plus sont à domicile. Ça, c'est un chiffre qu'on a sorti. 75%. Pardon, excuse-moi, 25 ans en EHPAD. 25%, tout à fait, d'accord. Des 85 ans et plus sont en EHPAD. Est-ce que quelqu'un a le chiffre sur les fins de vie? Laurence, tu sais, non? Le pourcentage des fins de vie de personnes qui sont à domicile, qui sont peut-être décédées à l'hôpital. Ça, c'est un peu autre chose. Et hors EHPAD, quoi, si je puis dire. J'ai pas ce chiffre-là, parce que c'est ça un peu la question. Aujourd'hui, une vraie problématique, selon les secteurs, par rapport aux nord-ici, il y a quand même une grosse problématique parce qu'il n'y a pas d'équipe mobile de soins palliatifs à domicile en EHPAD. C'est une grosse réflexion qu'il y avait au niveau des filières. Et du coup, le manque de cette offre, on voit en grande difficulté pour permettre cette prise en charge à domicile. L'expérience, vous le vivez. Concrètement, sur des fins de vie à domicile, on peut y arriver, mais il faudrait, pour l'instant, ça va se limiter à de l'HAD. Avec les acteurs du territoire qui sont déjà très saturés. L'hospitalisation à domicile. Excusez-moi. Et pour l'instant, voilà, avec des acteurs des acteurs du domicile, des infirmiers libéraux, des kinés sur certaines pathologies dont on a besoin ou des professionnels de santé qui sont déjà saturés. Donc c'est compliqué effectivement. Et sur cette question de la fin de vie, c'est vrai que du coup le DRAD, c'est intéressant parce qu'on engage un suivi gériatrique de la personne. Donc ça peut aussi, à mon avis, être quelque chose d'intéressant et en plus coordonné. Et on parlait du CPTS de Grenoble, celui qui en constitution avait comment dire, expérimenté le champ justement de comment les professionnels du CPTS qui se retrouvent sur le CPTS travaillent la question de la fin de vie. Donc on voit que ce sont des sujets qui arrivent véritablement. Donc où on en est, j'ose dire qu'on est en train de... C'est déjà pour nous un sujet en EHPAD, la question de la fin de vie. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a tout ce champ-là qui est en train de s'ouvrir, parce que clairement, le secteur, si je prends le secteur EHPAD, on a des moyennes d'âge qui sont élevées. On va vers de plus en plus des formes de sanitarisation de nos fonctionnements, donc avec des GIR très hauts et avec des pathologies de plus en plus lourdes. Donc on voit bien que les personnes qui viendront en établissement, dans la logique qui est en train de prévaloir, c'est si on est encore à peu près en bonne santé et qu'on peut aller dans un dispositif DRAD qui permet à ces personnes, c'est la tranche d'âge, c'est au-delà de 85 ans. Oui, 80-85 ans. Jusqu'à maintenant, au-delà de 85, les gens venaient chez nous. L'idée du DRAD, c'est qu'au-delà de cet âge, la personne puisse aller plus loin encore chez elle. Et on voit bien qu'on va de plus en plus vers une gestion de la fin de vie. Et la fin de vie à domicile, c'est quand même un vrai sujet. Parce que ça renvoie à la question vous l'avez évoqué tout à l'heure, de l'isolement.
si la personne est seule, c'est un vrai sujet. Autant qu'elle finisse sa vie dans un milieu accompagné, sanitarisé, parce qu'il y a quand même des... Voilà, donc on est aux prémices de pas mal de choses autour de cette question-là. Et c'est un vrai sujet majeur sur lequel on doit se pencher. Je dirais même si elle n'est pas seule, la problématique Oui, en plus. qu'on parle souvent, c'est du coup les aidants, pas assez accompagnés. Ouais. Je parlais d'équipes mobiles de soins palliatifs, ne serait-ce que psychologiquement, dans le soutien, voilà, d'avoir les mots pour accompagner cette fin de vie. Et ben, du coup, on est quand même en difficulté même s'il y a des aidants. Parce que les aidants, ils ont du mal à la suivre, parce qu'ils ne sont pas assez accompagnés. La fin de vie, c'est pas que du soin, c'est aussi de l'accompagnement psychologique, c'est aussi du lien social. C'est pas, la problématique de l'isolement est très importante. Donc, la fin de vie aussi, c'est un accompagnement assez transverse, assez. Vous vouliez dire quelque chose ? La fin de vie, c'est aussi un problème d'aménagement du territoire. Dans un petit livre, dont je ne me souviens plus du titre, Michel Delaunay, qui a été ministre de personnes âgées au début du quinquennat François, faisait la relation avec quelques chiffres que j'ai fait au début sur le Papy Boom et sur le nombre de décès auxquels il faut s'habituer. En clair, la page d'essai d'un quotidien régional va passer de 1 à 3 pages. Et quand vous regardez les métropoles françaises, leur équipement au crématorium, vous le rapportez au nombre d'habitants, vous allez avoir dans les années à venir des inégalités totales de territoire, pour l'avoir vécu à titre personnel, de délai entre le moment où vous avez malheureusement à constater le décès d'un proche et le moment où vous pouvez procéder à des obsèques dans de bonnes conditions. Et ça, on est dans un truc qui est vraiment... Alors, je ne sais pas s'il y a des élus locaux dans la salle, mais quelque chose, et la mutualité. Enfin, je crois qu'il y a des réflexions, y compris sur demain, qui gère cette structure-là. C'est un sujet. Après, on va avoir dans notre pays, d'ici la fin de l'année, a priori, si le calendrier est maintenu, un grand débat national qui va confondre encore une fois plein de sujets. La fin de vie, l'euthanasie, le suicide assisté, tout ça dans une espèce de grand truc d'opinion publique. Nous, en tout cas, aux petits frères, on est très sur la militance pour le droit aux soins palliatifs, parce que là aussi, il y a une inégalité territoriale qui est assez terrible. Et puis, pour qu'on éduque la population justement à ces questions qui sont toujours très, très sensibles, parce qu'on pense que notamment des personnes qui, à partir du moment où le suicide assisté ou l'euthanasie, enfin, c'est une chose que la loi Claes-Leonetti, on pourrait avoir des gens qui nourrissent intellectuellement l'idée de dire je ne sers à rien, donc autant faire ce qu'il faut. Et je trouve qu'aborder ces sujets-là, tant qu'on n'a pas une vraie éducation de la population et qu'on ne prend pas le temps de le faire, c'est super bon. Merci. Romain, je ne sais pas si... je sais que tu avais des informations sur comment ça se passait aussi à l'étranger, toutes ces questions-là, notamment en Allemagne et en Belgique, il me semble. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce niveau-là? Je travaille dans le cadre d'un projet de recherche d'action participative qui s'appelle Rhapsodia, qui se concentre sur l'habitat participatif pour les vieux et les vieilles. Je suis assez à l'aise avec ce terme parce que c'est les personnes elles-mêmes qui l'utilisent. Donc voilà. Effectivement, il y a beaucoup de choses très intéressantes à aller voir dans le Benelux, en Europe du Nord, de manière globale. Il y a mille et une raisons qui font que sur un certain nombre de thématiques qui sont un peu plus avancées que nous, le retrait, notamment par exemple en Allemagne, de la puissance publique qui a forcé les gens à se prendre un peu par la main. Une certaine culture, on connaît bien du pragmatisme et du consensus qui leur donne une capacité à construire très rapidement des réseaux d'acteurs assez pluriels et à ne pas s'encombrer de certains débats idéologiques qu'on peut avoir nous ici en France, qui sont très intéressants, parfois comme de l'action. Peut-être avec la question de la fin de vie, il y a des choses très intéressantes. Alors évidemment, c'est une question qui est au cœur de l'habitat participatif dans la vieillesse, puisque l'horizon qui est proposé, c'est rester vivant jusqu'à la mort.
phrase de Paul Ricoeur, elle n'est pas de moi, j'aurais bien aimé l'inventer, mais voilà, rester vivant jusqu'à la mort. Donc cette question, elle est vraiment centrale et je vous encourage, si vous avez l'opportunité, à aller à la rencontre de ces projets parce qu'ils théorisent, ils réfléchissent énormément sur cette question. Donc, par exemple, un projet qui s'appelle Abricop à Toulouse, alors, qui a été confronté de fait au décès d'un habitant, a été devant le fait accompli. Souvent, ces projets ont du mal quand même à penser ce sujet, donc ils se retrouvent, ils sont obligés de le penser quand les personnes meurent. Et là, il y a des trésors en fait je sais pas, innovation sociale, bon, c'est un terme peut-être un peu trop conceptuel pour désigner ce qui s'est passé, mais il y a des nouvelles formes de solidarité qui se créent dans l'épreuve, qui seraient intéressantes, je pense, de regarder, qui pourraient nourrir, je pense, des réflexions d'autres types de dispositifs, type EHPAD ou autre. En Belgique, il y a un projet qui s'appelle Calico à Bruxelles, qui est un habitat participatif qui réunit ce qu'ils appellent une maison de mourance, par exemple. Donc là, ici, sont vraiment, voilà, c'est un habitat participatif pour 10 personnes en soins palliatifs. Et d'ailleurs, cohabite à l'intérieur de ce lieu une maison de naissance aussi. C'est intéressant, il y a la naissance et il y a la mourance au même endroit. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, c'est vraiment un projet passionnant à aller voir voilà, du côté de la Belgique. Donc voilà, évidemment, cette question de la fin de vie, c'est une question qui est vraiment centrale et plein de choses intéressantes, je pense, à aller voir du côté de l'habitat participatif. Ça va réagir à la maison de mourance. On peut passer à... Voilà, justement, j'allais dire s'il y avait des questions. Alors, c'est vraiment une réflexion que... Ouais, Caroline Pamberger, je suis médecin au CHU. Et alors, c'est une réflexion qui nous vient suite aux 2 interventions précédentes. Vous dites que l'une des problématiques de la fin de vie à domicile, c'est qu'il y a besoin de liens sociaux, etc. Très sincèrement, pour voir des fins de vie à l'hôpital, je ne suis pas sûre que ce soit le lien social qu'on fasse le mieux à l'hôpital. Enfin, c'est vraiment une réflexion très personnelle, mais je pense que de se dire que ce sera mieux fait dans une institution, je pense qu'on se plante vraiment. Et du coup, j'aime beaucoup votre retour d'expérience sur d'autres pays qui l'apprennent différemment, parce que je pense qu'on peut être confronté à plein de choses sur le fait de la fin de vie à domicile, mais que l'isolement de la fin de vie à l'hôpital, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais les gens sont très très isolés, et d'autant plus au moment du Covid, sur les fins de vie qui ont eu lieu à l'hôpital. Alors le Covid l'a montré, mais indépendamment de ça, la fin de vie à l'hôpital, c'est une fin de vie très isolée et pas du tout dans la société. Enfin, c'est une façon aussi de la société de mettre ça de côté. Enfin, c'est vraiment un élément de réflexion où je pense que se dire que les gens seront mieux accompagnés parce qu'ils sont médicalisés, je pense qu'on n'est pas sûr qu'on soit toute la vérité dedans. Je vous rejoins, c'est vrai que ça pose, ce qu'on est en train de vivre pose clairement la question de nos institutions et justement la question de l'accompagnement des familles, l'accompagnement des aidants. Parce que voilà, quand on voit les chiffres, l'adresse disait sur l'Isère, il va manquer 2300 aides à domicile d'ici 2030. Il faut aussi se parler de la vérité des effectifs dans nos institutions. Et ça, c'est peut-être aussi la belle opportunité de se dire que les familles, les aidants, ils ont un rôle hyper important à jouer dans tout ça. Et on doit peut-être aussi les remettre, comme on doit remettre les personnes qu'on accompagne au cœur de cette question-là. C'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs attentes. Il y a sûrement aussi une question autour des contextes familiaux, voilà, on a quand même 4 générations en face de nous, une 3e génération bien souvent qui est en mauvaise santé, qui doit accompagner une 4e génération aussi en difficulté. On est face à ça et je pense qu'on ne résoudra pas dans le modèle actuel tous ces sujets-là. Il y a véritablement besoin d'ouvrir, d'accompagner aussi les personnes qui sont dans cette société, qui sont à la vie. Je le vois dans le handicap. Dans le handicap, pendant la crise, on a accompagné des familles qui avaient retrouvé leurs enfants chez eux parce que les établissements étaient fermés. Si on n'avait pas accompagné ces familles, si au final on n'avait pas refait le lien éducatif, le lien à l'accompagnement par rapport à certaines formes de handicap, des gens qui ont dû gérer leurs enfants autistes sur des durées longues,
effectivement, ils avaient besoin de professionnels qui venaient les accompagner. Et ce lien-là est en train de véritablement bouger. L'institution doit rester un lieu de protection, mais l'institution n'est pas, pour moi, la fin en soi. Il y a un vrai sujet de société qui s'est posé et qui, voilà, et d'autres pays, c'est hyper intéressant d'entendre ce qu'ont fait les Américains et les Allemands. Je pense qu'on va être confronté à cette réalité. Les finances publiques et les financements publics ne vont pas suffire à répondre à la réalité de ce que l'on vit. Donc on doit commencer véritablement à reposer quelque chose qui est clairement sociétal. Hein. Merci. Je pense que sur ces mots, je peux laisser la parole à Thibaut pour la conclusion. Je voulais déjà remercier tout le monde, les participants, les intervenants. Merci pour ces échanges de qualité. Je pense qu'on aurait pu continuer, mais l'heure nous impose de nous arrêter là. Je voulais juste faire un petit lien pour amener encore une autre idée entre ce qu'a dit Yann Lani au début et ce qu'on est en train de discuter là. En fait, là, ce qui est demain pour accompagner les personnes dépendantes âgées, la question c'est est-ce qu'on aura le choix du dispositif et dans quel dispositif on fait confiance. Et je pense qu'on n'a pas trop parlé de ça parce que là, entre la crise sanitaire et la crise des EHPAD financiarisés aujourd'hui, il y a vraiment la question de la confiance. Et donc, je trouve qu'il y a deux modèles qui pourraient s'opposer. Le modèle de je fais confiance à distance à une marque qui est bien évaluée dans des évaluations sociétales, etc. Qui, par exemple, les marques qui sont aujourd'hui épinglées avaient tous les indicateurs verts sur leur performance sociétale. Donc, la confiance à distance à une marque. Et un autre type de confiance qui se construit sur le territoire par des liens de proximité multiples croisés entre plein d'acteurs. Et donc, je trouve que dans ces sujets de dépendance de ces territoires, il y a aussi demain comment on crée de la confiance, comment à l'échelle d'un territoire, on en a parlé tout à l'heure, un médecin se sent responsable des gens de son territoire, comment un EHPAD à un moment donné n'est pas juste focalisé sur ses résidents, qu'il peut appeler patients, mais sur finalement son territoire qui pourrait être finalement un territoire qui l'adresse avec son EHPAD, mais aussi avec du déploiement de compétences, etc. Et donc, je trouve que dans ces sujets aujourd'hui du bien vieillir dans les territoires, il y a toutes ces questions de confiance entre les professionnels, parce que ça on en a beaucoup parlé, et je pense qu'il y a encore, ça marche vraiment en silo, et il y a encore beaucoup d'espace à créer pour que les gens soient en confiance entre les professions. Mais il y a aussi le lien de confiance entre les usagers et puis toutes ces offres. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, les gens qui sont confrontés à la dépendance vieillesse, ils sont pas dans une position de choix aujourd'hui. Ils connaissent très mal ça leur tombe dessus. Et donc, du coup, voilà, il y a aussi tout ça. On a parlé de pas mal d'éducation, de pédagogie à faire, mais je pense que c'est un super sujet à explorer, à vulgariser, etc. et à montrer tous les choses. Dernier mot de conclusion, je vais revenir à mon premier propos où j'avais dit pourquoi nous on s'intéresse à ça, parce que c'est un champ d'innovation incroyable. Et je crois qu'on l'a beaucoup entendu ce soir. Des appels à se transformer, aussi des enjeux qui nous arrivent, qui sont vraiment colossaux. Et tout à l'heure, on a vraiment fait le lien entre les transitions climatiques et les transitions démographiques, mais je crois qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point ces deux vagues là, qui nous arrivent et qui vont nous forcer à nous transformer. Et donc voilà, j'espère que ça, c'était qu'une étape. On a encore, nous, 2 ans de travail en tant que chercheurs pour explorer encore des nouvelles questions autour de ça. Donc j'espère peut-être que vous aurez l'occasion d'échanger encore avec nous dans quelques mois, quelques années sur ces problématiques-là. Voilà, j'arrête là. Un grand merci à tout le monde encore. Et, merci encore aussi. Je vais rendre ça aussi toute l'équipe de recherche qui a impliqué les administratifs de GEM qui nous aident à organiser ces événements. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, mais je voulais insister.